C'est parti. Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire dédié à la thématique du diabète. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste vous rappeler les grands principes du webinaire. Donc là, on est parti pour 45 minutes de présentation avec nos animateurs. Tout au long de la présentation, vous pouvez vous poser vos questions sur le chat. Si par contre, vous avez des questions plus d'ordre personnel, n'hésitez pas à nous envoyer directement un mail dès demain matin. Nous vous laissons toutes nos coordonnées à la fin de ce webinaire. Vous recevrez un replay sous 24 heures à la fin du webinaire. Voilà. On n'aura certainement pas le temps de répondre à toutes vos questions puisqu'à chaque fois, nous sommes très sollicités. Donc, on vous renverra de la documentation par la suite et puis on répondra à quelques questions en live à la fin. Voilà. Donc, ce soir, pour aborder la thématique du diabète, nous sommes entourés d'experts sur le sujet. Hop. Alors, on démarre la présentation. Donc, nous avons avec nous ce soir, honneur aux femmes, Dorothée. Donc, Dorothée Bordier, qui est docteure en pharmacie et nutrithérapeute. Elle travaille dans la clinique Zone Vitale en Suisse avec Didier Marietto, qui lui est nutritionniste, nutrithérapeute et personal trainer. Bonsoir. Nous avons également Éric Serré, qui va nous apporter son expertise plus scientifique, puisqu'il est maître de conférences et chercheur à l'INSERM. Merci, bravo. Bonsoir à tout le monde. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse la main et puis je vous dis à tout à l'heure. Ça marche. Voilà, ok. Voilà, ben, je vais commencer ce webinaire. Déjà, bienvenue à tout le monde. Merci d'être présent. On va essayer d'être assez pragmatique, hein. Bien que le sujet est fort complexe. L'idée, c'est de vous donner un tout petit peu ce cadre, en fait, que revêt le diabète aujourd'hui, qui est une maladie qui explose dans le monde entier. Notamment, c'est une véritable pandémie, hein. Donc, que les gens ne sont pas toujours conscients. Alors, je vais juste venir, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en fait, est-ce que vous le voyez là, mon écran? Parce que moi, je ne l'ai plus en grand, là. Je suis à la diapo, qu'est-ce que le diabète? Voilà, ouais. Voilà, mais on devrait le voir en grand, normalement, hein. Non, mais c'est lisible, hein, c'est lisible, Didier. Pour nous, ça ne l'est pas trop. Alors, si je vais juste partager l'écran, je ne sais pas si on arrive, non. Alors, je vais juste venir là. Je m'excuse. Sur la diapo, le diabète et définition. Oui, ça c'est bon, mais nous, on ne voit rien, en fait. Nous, on ne voit rien. Ça devrait normalement être en grand comme tout à l'heure. Voilà. Donc, diapositive. Hop. La fenêtre. L'écran complet. Alors, Jessica, je ne sais pas si tu peux nous aider. Oui. Revoir en grand la diapositive. Alors, moi, je n'ai pas de souci. Je vois bien en grand de mon côté aussi. Bon, là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. OK. Peut-être que tu restes branché, je ne sais pas. Voilà, là, ça marche. Voilà. Excusez-nous. Voilà, donc le diabète, en fait, comme je disais, en fait, c'est une véritable pandémie avec plus de, je dirais, de 550 millions dans le monde actuellement. Donc, c'est déjà, pour la définir, une maladie dite métabolique qui est caractérisée tout simplement par une élévation du taux de sucre dans le sang, que nous appelons la glycémie, tout simplement soit par un dysfonctionnement de la sécrétion de l'insuline ou par un défaut, effectivement, de sa captation au niveau des récepteurs cellulaires. Donc, le diabète, tout simplement, lorsqu'on mange, en fait, l'estomac et la bouche, bien entendu, vont transformer la nourriture en sucre, que nous appelons le glucose, qui va forcément rentrer dans le sang, ou nous allons appeler ça le glucose sanguin. Et lorsque ce glucose va monter, à partir d'un certain taux, automatiquement, il y a une réaction de l'organisme au travers du pancréas, hein, qui est l'organe qui va sécréter cette fameuse hormone qui a pour but de faire rentrer le glucose dans nos cellules, hein, pour produire de l'énergie.
Et à partir de là, effectivement, lorsqu'il y a vraiment du diabète, c'est qu'il y a une problématique avec notamment cette régulation, tout simplement. Voilà, donc comme je le disais, hein, c'est une véritable pandémie avec, disons, 500 millions actuellement. Donc c'est bien au-delà des prévisions qui avaient été réalisées par l'OMS il y a quelques années en arrière, en 2019, où on prévoyait effectivement, si vous voyez sur la droite, donc en 2030, on était à 578 millions, on l'est déjà quasiment aujourd'hui en 2023. Donc on prédit même que dans les années 2030, on sera à plus d'1 milliard en fait, de diabétiques. Donc c'est relativement affolant, et d'autant plus qu'en France, il y a 3 600 000 diabétiques, avec une augmentation plus ou moins de 5% par année, ce qui fait plus ou moins l'ordre de 175 000 à 200 000 diabétiques nouveaux. Avec un taux de mortalité aussi qui est assez surprenant, donc 0,004%, ce qui fait à peu près 4 000 décès pour 1 million d'habitants. Donc vous voyez, ce n'est pas vraiment quelque chose d'anodin. Et si on compare avec effectivement les deux taux de mortalité, les deux maladies qui font plus de morts dans notre société actuellement, qui est le cancer avec 10 millions par année, et vous avez effectivement les maladies cardiovasculaires qui, elles, représentent à elles seules environ 18 millions. Donc vous voyez, avec l'augmentation substantielle dans ces prochaines années, on va rejoindre avec le diabète le taux de mortalité de ces deux grandes maladies actuelles. Voilà, donc il y a plusieurs types de diabète aussi, parce que quand on parle de diabète, c'est relativement très large. Il y a le diabète de type 1, qu'on appelle le DID, donc le diabète insulinodépendant, qui nécessite des injections d'insuline. Personnellement, en fait, je suis moi-même atteint de cette pathologie-là depuis l'âge de 16 ans. Donc, sans vous dire mon âge, aujourd'hui, j'ai 42 ans de diabète, faites le calcul. Pour vous dire qu'effectivement, tout est gérable. Il s'agit effectivement d'avoir une hygiène de vie qui soit, encore une fois, la mieux possible, mais il n'y a pas non plus besoin d'être trop, disons, sur des restrictions qui pourraient faire qu'effectivement, au bout d'un moment, on laisse tout tomber, pour dire qu'on peut se permettre, même en tant que diabétique, de manger des glaces ou des choses comme ça. C'est une question de régulation avec l'insuline que nous pouvons nous injecter tous les jours. Alors aussi, les études, elles progressent, on verra tout à l'heure avec Eric, notamment au niveau des études au niveau du déclenchement du diabète. Et dans le diabète de type 1, on s'aperçoit aujourd'hui en fait qu'il y a le microbiote qui est relativement important pour le déclenchement du diabète. On a aussi des virus, comme le virus Epstein-Barr, celui de la mononucléose infectieuse, où quasiment tout le monde l'a eu dans sa vie, 90% de près, mais seulement peut-être 5 ou 10% l'ont détecté en allant une fois chez le médecin faire un contrôle. Là, vous avez aussi des liens que je vous ai mis, donc vous pourrez aussi aller voir un tout petit peu les relations de cause à effet entre les maladies auto-immunes, qui sont pratiquement toutes, disons, issues effectivement par des charges virales qui sont devenues, disons, incontrôlables dans l'organisme. Donc les causes, c'est il n'y a plus d'insuline pour le diabète de type 1, donc ça nécessite des injections, comme je disais tout à l'heure, et puis forcément, là, vous avez sous les yeux les symptômes cliniques, notamment du diabétique de type 1. Voilà, donc c'est un diabète à vie. Dans le diabète de type 2, le DNID, diabète non insulinodépendant, on appelle ça de l'adulte. À une époque, il y a 20 ans derrière, c'était le diabète des vieux. La moyenne d'âge étant plus ou moins de 70 ans. Aujourd'hui, on est descendu plus ou moins à 40 ans. Donc, vous voyez, il y a même des très jeunes qui ont un diabète type 2 maintenant. Oui, on arrive même dans les adolescents. Voilà, dans les lycées avec des diabètes de type 2, qui est une maladie, encore une fois, dégénérative, liée à un mode de vie, effectivement, qui n'est vraiment pas bon, mais toujours avec une incidence aussi forcément héréditaire derrière, pour ce type de diabète. Donc là, c'est un dysfonctionnement de la sécrétion d'insuline, c'est-à-dire que c'est ou trop ou pas assez, selon effectivement le diabétique. Quoi qu'il en soit, de nouveau, il y a un problème de régulation du taux de sucre. Alors là, automatiquement, c'est souvent accompagné d'une prise de poids, contrairement au diabétique de type 1, où là, il n'y a pas forcément une prise de poids, mais dans le diabète de type 2, dans le 90%, en fait, il y a une obésité dite abdominale. C'est-à-dire que le taux de taille, malheureusement, augmente avec l'âge et bien entendu l'ancienneté du diabète si celui-ci n'est pas bien géré. Donc là aussi, on a des médicaments que notre
docteur en pharmacie vous expliquera tout à l'heure, sans entrer trop dans les détails. Il y a l'insuline, bien entendu, qu'on peut aussi traiter avec le diabète, dans le diabète de type 2. Et puis alors surtout, il y a l'alimentation et l'activité physique. Ça, c'est vraiment, disons, les deux outils les plus puissants qu'on puisse effectivement proposer à nos patients. Le diabète de type 3, c'est quelque chose que peu de gens connaissent en fait. C'est l'Alzheimer, tout simplement. L'Alzheimer peut être aujourd'hui appelé diabète de type 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une résistance à cette hormone qu'on a vu tout à l'heure qui est régulatrice du taux de sucre, l'insuline, dans le cerveau au niveau des neurones. On appelle ça la protéine Tau, qui va provoquer effectivement une perte de sensibilité des récepteurs à l'insuline au niveau cérébral, avec forcément des incidences au niveau de la mémoire, donc ce qu'on appelle la plasticité cérébrale qui diminue, malheureusement chez les Alzheimer. Voilà. Alors là aussi, différents traitements, il y a des médicaments, il y a des vitamines D, vitamine E, etc., qu'on peut effectivement proposer à nos patients. Et vous avez le dernier type de diabète, qui n'en est pas vraiment un au sens strict du terme, comme on vient de le concevoir au niveau de toute cette régulation du taux de sucre. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, c'est insipide veut dire non sucré, contrairement aux autres. C'est surtout un déficit hormonal. Donc, lié à une hormone qui s'appelle la vasopressine, qui est une hormone en fait antidiurétique. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, chez ces patients-là, il y a beaucoup de polyurie, c'est-à-dire ils vont souvent faire pipi, des gros volumes d'urine, et puis ils ont une très grande soif qu'on appelle une polydipsie. Donc là, c'est plutôt un problème hormonal. Voilà pour en ce qui concerne les types de diabète. Ce soir, on parlera effectivement surtout du diabète de type 2 aussi, qui est vraiment la maladie qui explose, puisque sur ces 550 millions actuels, 90% sont de type 2. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation au niveau de la production d'insuline. Voilà, donc il faut savoir que le diabète, lorsqu'on parle de diabète, on parle de taux de sucre dans le sang, de glycémie, qui est généré par un organe qui s'appelle le pancréas, qui va sécréter deux hormones, dont l'insuline qui va en fait faire rentrer le glucose en excès dans les cellules pour produire de l'énergie. Et vous avez le glucagon qui, lui, est son opposé, qui va effectivement libérer du sucre à partir du foie dans le sang, sans forcément manger. Voilà, donc il y a une régulation, ce qu'on appelle une homéostasie, qui devrait normalement se mettre en place lorsque la personne n'a pas, disons, de trouble du métabolisme du glucose. Voilà, donc ça fonctionne tout simplement comme ça. Vous voyez, le matin, quand on se lève, normalement après 8 ou 12 heures de jeûne, on devrait, sauf s'il y a une autre problématique avec du stress qui pourrait faire que votre taux de sucre le matin est déjà élevé au lever, normalement la glycémie est faible, donc ça va engendrer une réaction du pancréas au niveau de son glucagon, qui va demander au foie de libérer du glucose pour aller le remettre dans le sang. Voilà. Il faut savoir que le foie, c'est à peu près 100 grammes de glucose pour 24 heures. Son objectif de cette réserve-là, c'est de toujours assurer un apport de glucose sanguin pour que le cerveau fonctionne toujours, tout simplement. A contrario, lorsque vous avez mangé, d'autant plus des sucres, c'est surtout les sucres, les hydrates de carbone qui vont stimuler cette glycémie. Elle va engendrer une réaction toujours au niveau du pancréas, mais d'autres cellules que nous appelons les cellules bêta de Langerhans, qui vont sécréter cette fois-ci de l'insuline. Et cette insuline-là a pour but, effectivement, c'est comme un transporteur qui va, dans un premier temps aussi, oxyder le glucose, donc le brûler. Et bien entendu, le sucre qui est encore présent va être stocké dans différents endroits, dont le foie, le premier, pour toujours assurer cet approvisionnement du cerveau, et notamment au niveau des cellules musculaires, ce qu'on appelle le fameux glycogène hépatique, que toute personne, lorsqu'on fait de l'activité physique ou lorsqu'on doit marcher, etc., on va l'utiliser cette énergie. Et si vous avez encore du sucre, parce que ces deux réservoirs sont pleins, c'est souvent ceux qui malheureusement ne font pas assez de sport, le foie est toujours plein, les muscles sont toujours pleins, et forcément quand les sucres continuent d'arriver, l'insuline va transformer ce sucre-là en graisse. Donc ça veut dire que le sucre peut devenir effectivement de la graisse dans notre corps, lorsque malheureusement vous n'utilisez pas ces différents réservoirs. Voilà, donc dans la glycémie, sans entrer trop dans les détails, vous avez une glycémie à jeun et une glycémie 2 heures après. C'est normal qu'après avoir mangé, on augmente cette glycémie, mais si le pancréas fonctionne bien, si les récepteurs à l'insuline fonctionnent bien dans votre corps, on ne devrait pas dépasser, vous voyez, si vous regardez ici, donc les taux normaux sont les taux en vert. Alors là, je vais m'adresser aux Français
avec 82 mg par décilitre, c'est-à-dire à peu près 0,8 g de sucre par litre de sang. Ou alors, en Suisse, on utilise plutôt une autre valeur, on appelle ça les millimoles par litre, avec 4,6. Vous voyez, elle peut monter jusqu'à 138 donc, milligrammes par décilitre dans le sang, donc de glucose sanguin, et 7,7 pour les millimoles. Voilà. Si vous prenez à jeun, donc vous voyez, ces valeurs sont abaissées forcément, hein, et là, vous êtes entre 64, de nouveau 0,6 g de glucose par litre de sang. Hein. Il faut savoir qu'on a 4 à 5 litres de sang, hein, donc ça veut dire que notre cerveau fonctionne 24 heures sur 24, toujours avec seulement l'équivalent d'un carreau de sucre, c'est-à-dire à peu près 5 grammes de sucre, ce qui fait à peu près l'équivalent d'un carreau. Vous voyez, ce qui n'est pas beaucoup, hein, donc la marge est très faible. Et vous pouvez monter jusqu'à peu près 1 gramme, 1 gramme 10 pour, disons, avoir une régulation normale à jeun. Si vous êtes au-dessus, dans la zone que vous voyez ici, sous vos yeux, soit à jeun, soit après avoir mangé, dans la zone jaune, et dès que vous êtes dans la rouge, là, vous êtes en fait soit prédiabétique, parce que le diabète, ça ne fait pas mal, hein, on ne le sent pas, si ce n'est qu'une fatigue qui arrive progressivement, une prise de poids sur l'antidote de diabète, etc. Donc là, le médecin va effectivement vous faire, si vous êtes à jeun dans ces valeurs-là, au-dessus de 110, il va vous faire ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée. Donc on va vous injecter du glucose et on va vous mesurer effectivement le taux de sucre après coup. Ça, c'est pour la détection effectivement du diabète actuellement. Alors, ce soir, on va faire plus simple. Hein. Comment savoir si votre taux de sucre est en équilibre ou pas? Alors, il y a des symptômes cliniques qui peuvent vous renseigner. Malheureusement, beaucoup de gens les ignorent. Donc, vous avez, lorsque votre taux de sucre est bas, vous êtes avec peu d'énergie, vous êtes fatigué sans raison apparente, vous avez faim, il y a la transpiration qui, dans les cas les plus extrêmes, peuvent se produire, l'esprit est confus, une mémoire aussi, vous avez la peine à trouver vos mots, il y a surtout la concentration qui diminue déjà 1 heure avant que votre taux de sucre soit trop bas, vous êtes facilement frustré, il y a l'irritabilité aussi en permanence et il y a une humeur désagréable. Voilà, ça, c'est pour le taux de sucre qui est trop bas. On appelle ça une hypoglycémie. Alors attention, l'hypoglycémie n'est pas, disons, uniquement liée à des valeurs que je viens de vous montrer. C'est surtout dû à la variation, qui plus est dans un temps donné, qui est rapide, du taux de sucre qui est monté le plus haut. Et une fois l'insuline produite, vous retombez. Et c'est dans cette descente-là que vous allez percevoir ces symptômes-là, bien avant que le taux de sucre soit en dessous, en fait, des valeurs que je vous ai indiquées tout à l'heure. Voilà, a contrario, le taux de sucre, lorsqu'il est bon, vous avez l'énergie constante, vous avez la patate, comme on dit tout simplement. Il n'y a pas de sensation de faim, vous êtes détendu, relâché, vous êtes vif d'esprit, très réactif aussi, bonne mémoire, surtout une bonne concentration, capable de résoudre aussi facilement des problèmes, l'esprit est positif et l'humeur est agréable. Voilà. C'est sur ces symptômes cliniques-là que vous pouvez déjà plus ou moins, effectivement, évaluer votre niveau de sucre dans le sang. Alors, bien entendu, c'est impossible de toujours l'avoir de façon très linéaire. Il y a des fluctuations. Et ces fluctuations-là, elles dépendent de ce que vous mangez, le stress que vous subissez, et bien entendu, votre métabolisme, comme on va vous l'expliquer tout à l'heure. Je peux faire un petit complément, Didier? Voilà. Simplement, il faut aussi faire attention aux valeurs de glycémie, parce que lorsqu'on est diabétique, on est insulino-résistant. Et donc, en réponse à cette insulino-résistance, le pancréas, va sécréter encore plus d'insuline. Ce qui va faire que vous allez avoir un taux normal de sucre dans le sang. Donc, ne pas être piégé par la seule glycémie en valeur. Il vaut mieux aussi faire doser l'insulinémie et faire le rapport entre le taux d'insuline et le taux de sucre. C'est ce qu'on appelle, nous, en France, ici, le HOMA test. Oui, c'est ce qui permet de valider tout ça. Tout à fait. Tu fais bien de parler de ça, Eric. D'ailleurs, je vais en montrer une diapositive tout à l'heure. Et souvent, quand les patients vont chez le médecin, leur médecin traitant, ils se contentent de mesurer, comme tu viens de le dire, juste les valeurs à jeun, mais ça ne veut rien dire. Non. Parce qu'en fait, tant que vous produisez de l'insuline, malheureusement, parfois, souvent trop, vous serez toujours dans des valeurs normales. Et d'ailleurs, ce sont des valeurs dites statistiques. Ça, c'est déjà de une, mais ça ne montre pas effectivement l'insulino-résistance qui est derrière tout ça et qui va forcément engendrer plus d'insuline. Et c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Plus il y a d'insuline, plus les récepteurs à cette hormone-là vont être saturés, c'est-à-dire vont carrément être inopérationnels, en fait. C'est juste, ouais.
Donc, attention aux valeurs, effectivement, que le médecin vous communique comme ça. Hein. Donc, il faut la glycémie, il ne faut pas s'y fier, quoi. Il faut faire toujours aussi l'insulinémie et demander le HOMA test, H-O-M-A, le HOMA test. Voilà, que je reviendrai tout à l'heure dessus, parce que j'ai mis une diapositive pour qu'effectivement, il voit un tout petit peu en quoi ça consiste très rapidement. Alors, le problème, c'est que dans le diabète de type 2, je précise, il y a une résistance à cette hormone qui va effectivement vous faire ce qu'on appelle l'obésité abdominale. Donc, on n'a même pas besoin de faire tous ces tests-là. On peut corréler, en fonction de votre tour de taille, déjà une évaluation assez précise, assez fiable, notamment du degré d'insulinorésistance, sans pour autant être aussi précis que ce que Eric vous a dit tout à l'heure avec le test HOMA, qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu la partie cachée de l'iceberg. Et effectivement, cette résistance à l'insuline va nécessiter, comme le dit Eric très justement, une régulation, une hyperrégulation avec une production d'insuline qui fait que, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et plus vous avez de résistance à l'insuline, plus vous produisez d'insuline et plus vous devenez résistant à l'insuline. Et ça veut dire que le tour de taille, donc l'obésité, le taux d'adiposité va augmenter chez les gens avec effectivement ce qu'on appelle la partie visible de l'iceberg, où on appelle ça le syndrome X, voilà, qui va se définir par différents types de maladies. Voilà, donc quand vous avez effectivement un taux de sucre, donc qui va s'élever, vous l'avez en rouge, et là automatiquement l'insuline elle est libérée proportionnellement, si tu veux, à cette élévation du taux de sucre. Qu'est-ce qui va se passer après? À partir de là, hop, il y a une chute. Et c'est dans la chute-là, et en tant que diabétique, je sais de quoi je parle, comme tous les diabétiques, ce ne sont pas les valeurs absolues, encore une fois, comme l'a soulevé Eric, c'est en fait la différence de niveau de chute qui va déjà nous provoquer les symptômes de l'hypoglycémie que je vous ai montré tout à l'heure. Et souvent, on croit que c'est le chiffre en lui-même qui va dire « Ah ben, je suis en hypo ». Mais nous, en tant que diabétique, on peut déjà faire ces tests puisqu'on peut mesurer effectivement le pic. Et après, on va effectivement percevoir ces symptômes de l'hypoglycémie. Mais quand on mesure notre taux de sucre réel, on est toujours largement encore en dessus. Donc, ça veut dire que le corps est capable d'anticiper effectivement la valeur qui pourrait à un moment être trop basse, tout simplement. Donc, faites attention justement effectivement à ces valeurs absolues. Donc, dans les causes de l'hyperinsulinémie, insulinorésistance, c'est un fameux couple vicieux qui, malheureusement, avec l'âge, se passe chez tout le monde, à des degrés différents, bien entendu. Il y a des facteurs dits génétiques, il y a des gènes défectueux. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir là-dessus, c'est inutile. Il y a des facteurs épigénétiques qui sont d'ordre environnemental. Donc, l'épigénétique, elle est même plus importante que le facteur génétique, parce que c'est l'expression des gènes reçus. Donc, de nouveau, vous pouvez avoir reçu des mauvais gènes. Si vous n'avez pas les facteurs environnementaux, vous n'appuyez pas sur le détonateur. Voyez, donc, c'est très important de comprendre que l'épigénétique, en fait, donc tous les facteurs environnementaux sont très importants de contrôler dans le diabète de type 2. Alors, il y a la sédentarité, il y a l'hypoxie, dont on parlera tout à l'heure, d'où le bol d'air Jacquier, qui, en fait, vient pallier à ce déficit d'oxygène dans les cellules. Personnellement, en tant que diabétique, j'utilise aussi 2 à 3 fois par jour. Et là, effectivement, j'ai une meilleure régulation de mon sucre, j'ai une meilleure combustion de celui-ci, c'est-à-dire une meilleure glycémie au quotidien. Une alimentation riche en sucre et en graisse cuite particulièrement. Donc, ce sont toutes des causes de ce syndrome d'hyperinsulinémie et insulinorésistance. Vous avez des déficits micronutritionnels en vitamines, en minéraux, acides gras. Donc, vous avez la vitamine D aussi. Vous avez plusieurs vitamines du groupe B aussi. Donc, ils seront aussi co-responsables. Ce n'est jamais un élément qui est responsable, mais c'est un ensemble d'éléments, disons, des cofacteurs en fait. Vous avez des facteurs divers, le stress, celui-là je pense que c'est un des plus importants. Tous les diabétiques, effectivement, devraient limiter leur stress, mais ce n'est pas toujours facile. Facile à dire, mais pas facile à mettre en place. Il y a les médicaments aussi, qui vont malheureusement générer aussi cette hyperinsulinémie. Donc là, il faut regarder vos médicaments et les notices donc, qui peut vous indiquer effectivement les troubles. Un des médicaments qui aggrave ou qui favorise le diabète, c'est notamment les médicaments hypocholestérolémiants. Donc, les fameuses statines pour la prévention cardiovasculaire augmentent justement les risques de diabète. Malheureusement, oui. Ouais. Donc, vous voyez, il faut faire attention en fait aux médicaments que vous prenez. Donc, quel est le dosage, quelle est encore une fois la fréquence à laquelle vous êtes traité, parce que là, effectivement, il faut vraiment aller regarder les effets secondaires potentiels de ces médicaments.
L'alcool, bien entendu, la pollution, hein, les pilules contraceptives ou les traitements hormonaux substitutifs, hein, la ménopause, ce sont tous des éléments qui vont favoriser effectivement ce syndrome donc métabolique. Il y a d'autres troubles hormonaux, hein, donc sans entrer dans les détails, l'amyline, l'insuline, la leptine, la adiponectine, la testostérone aussi, hein, chez l'homme, vont favoriser aussi l'apparition des diabètes. Et puis bien entendu, ce que va nous parler tout à l'heure au niveau de ces études, Eric, avec le vieillissement cellulaire, avec la glycation, tout simplement, qui est une fusion entre les protéines et les sucres dans votre sang. Voilà. Juste, j'en profite, tu as parlé des facteurs divers, en particulier la pollution. Simplement, je voulais vous faire part très succinctement hein, d'une étude. Lorsque on parlait de pandémie de diabète, je me suis dit, bon, la pandémie ne peut pas arriver comme ça quand même. Il y a bien des facteurs extérieurs qui peuvent jouer, en particulier la pollution. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi ces polluants-là, mais sachez que tout ce qui est hydrocarbures polycycliques, aromatiques, les dioxines, les particules diesel, les composés contenus dans la fumée de tabac et certains pesticides, eh bien, je les ai testés en laboratoire à partir d'animaux qui étaient donc soit non soumis à ces polluants, soit soumis avec ces polluants, avec le même régime. Eh bien, les animaux qui étaient soumis avec ces polluants environnementaux ont déclenché des diabètes très rapidement. Et je me suis aperçu qu'au niveau de l'intestin, les fameuses hormones, les incrétines, les GLP-1 qui sont impliquées dans la sécrétion d'insuline, eh bien, étaient complètement effondrées. Donc, moins d'incrétine intestinale, ça voulait dire moins de sécrétion d'insuline aussi, et donc augmentation de glycémie. Voilà, c'est juste un aparté pour dire que c'est vraiment du concret. Là, on est vraiment sur quelque chose de réel. Les polluants environnementaux ont un rôle prépondérant et important dans cette émergence de diabète de type 2. C'est ce que tu vas nous montrer tout à l'heure, Eric, hein, au travers de tes études. Hein. Non, je parlerai plutôt du resveratrol après. D'accord, ok. Qui aura un effet effectivement sur le diabète aussi, bien entendu. Oui. Ouais, d'accord, parfait, merci. Alors, comment savoir si je suis insulino-résistant? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, sans devoir aller faire des tests au niveau sanguin chez le médecin, vous avez tout simplement votre tour de taille. Celui-là, c'est certainement le plus évocateur, le plus significatif. Et on dit qu'au-dessus de 102 cm pour les hommes ou 88 pour les femmes, vous êtes dans le trouble métabolique de l'insulinorésistance. Et là, nous avons corrélé effectivement donc ces valeurs morphologiques avec effectivement le test HOMA. Hein, et bien souvent, on voit qu'il y a une corrélation entre ces tours de taille augmentés et notamment les tests HOMA qui vont effectivement être effectués par des médecins au niveau de ce que je vais vous montrer là. Voilà, donc vous avez des tests de nouveau d'hyperglycémie provoquée, comme je disais, qui sont lourds, fastidieux. Vous avez ce fameux test HOMA hein, dont Eric vous a parlé tout à l'heure. Vous voyez, on va mesurer la glycémie hein, multipliée par l'insulinémie, c'est-à-dire la quantité d'insuline produite à jeun, divisée par 22,5. Et là, vous avez des valeurs de référence. Donc, dès que vous êtes au-dessus de 2,5, il y a vraiment une résistance à l'insuline qui est en train d'être mise en place progressivement dans votre corps. Et quand vous êtes diabétique de type 2, vous allez même au-delà de 5 points. Voilà, donc ça, c'est vraiment le test HOMA, mais très bien corrélé avec le tour de taille. Vous avez le test Quickie, mais je crois qu'en France, vous ne faites plus, Eric. Hein, c'est la sensibilité des récepteurs à l'insuline. Nous, on le fait encore en Suisse, mais en France, effectivement, on ne le fait plus. Hein. Pourquoi? Parce que celui-là, il introduit en quelque part. Hein. Il donne cette capacité aussi des récepteurs à l'insuline d'être efficaces. Voilà. Et puis, vous avez l'insuline à jeun aussi, hein, qui peut être relativement intéressante pour voir la quantité d'insuline que votre pancréas sécrète à jeun. Et si vous êtes au-dessus de 25, eh bien, effectivement, là, de nouveau, on peut parler effectivement de risque de développer du diabète dans un laps de temps bien défini. Voilà. Dans les maladies, ben, vous avez l'hypoxie. Alors, je laisserai peut-être la parole à Dorothée maintenant. Voilà. Oui, donc l'hypoxie, ben, effectivement, c'est un déficit d'oxygène dans les tissus par rapport aux besoins. Donc, c'est là-dessus que va travailler justement le bol d'air Jacquier. Hein. L'hypoxémie, baisse de pression partielle d'oxygène dans le sang, et l'hyposphyxie, insuffisance circulatoire. Mais nous, c'est surtout l'hypoxie hein, qui nous intéresse en fait. Hein. Excusez-moi, vous pouvez donc vous servir de ce petit appareil-là, hein, que chacun peut l'avoir à la maison. Hein. C'est-à-dire, on le met au bout du doigt, et puis vous allez effectivement mesurer votre quantité d'oxygène dans votre sang. Voilà ce qu'on met généralement quand on est hospitalisé. On peut avancer.
Donc, tous les organes ont besoin d'oxygène, bien évidemment, tous les systèmes en ont besoin, donc tout ce qui est immunité, bien sûr, l'intestin, tous les organes, le foie, les reins, le cœur, les poumons et le cerveau, bien sûr. Alors, on revient encore à la pollution, hein. C'est une cause principale d'hypoxie. Alors, la pollution, elle est partout, hein. Donc, à la fois dans l'atmosphère, avec toutes les particules qu'on nous balance tous les jours, à la fois dans les aliments transformés, bien sûr, hein. On va retrouver tout un tas de composants impropres à la santé, avec des additifs, des pesticides, etc., etc. Évidemment, les médicaments, ça c'est une cause majeure d'hypoxie, c'est une cause majeure de surcharge, notamment au niveau du foie et les organes en général, des organes d'élimination. Bien sûr, la fumée de cigarettes, tout ce qui est pathogène aussi, hein, qui peuvent effectivement avoir un impact sur l'oxygénation. La pollution électrique, électromagnétique aussi, on pourrait dire, hein. Et puis tous les solvants, les pesticides, les additifs, ce qu'on va retrouver effectivement dans les peintures, les retardateurs de flammes, etc., etc. Alors la sédentarité, bien sûr, l'activité physique va améliorer l'oxygénation générale, le stress, le vieillissement et puis les pathologies déjà installées, bien sûr, hein, des pathologies respiratoires, comme la bronchopneumopathie chronique, pathologies cardiovasculaires, surpoids, diabète, etc. On peut peut-être faire un petit commentaire là-dessus. C'est vrai que le point d'attache entre toutes ces sources en fait d'hypoxie, il faut savoir que ça génère de l'acidité dans le corps, exacerbée. Et c'est cette acidité-là que le corps va essayer de compenser par justement une basification avec l'oxygène. Donc, toute cette oxygène qui servira à basifier votre organisme qui est devenu trop acide, malheureusement, c'est tout ce qui ne rentrera plus dans les cellules pour produire de l'énergie. Donc, c'est souvent associé effectivement à une forme de détournement de l'oxygène pour d'abord basifier, hein, ce qui est l'essentiel pour le corps. Et après, dans vos cellules, malheureusement, il y aura une hypoxie qui peut s'installer progressivement. Donc, l'acidité, c'est vraiment le lit de toutes les pathologies à un moment donné, hein. Donc, on essaye de combattre avec le bol d'air Jackie notamment. Donc, évidemment, l'oxygène, c'est la base de tout le métabolisme, hein. Donc, les conséquences d'une mauvaise oxygénation, ça va être bien sûr de la fatigue, un mauvais métabolisme avec une prise de poids, une perte de masse, des problèmes aussi au niveau du système nerveux, dépression, et le cholestérol également. On sait aussi qu'une mauvaise oxygénation, transformation du cholestérol en vitamine D ne se fait pas bien, hein. Donc, chute de la vitamine D aussi, des problèmes respiratoires, notamment la nuit, apnée du sommeil, les problèmes respiratoires type asthme, etc. L'immunité et bien sûr tout ce qui est concentration, mémoire, acuité, etc. Donc le bol d'air Jackie, encore une fois, est vraiment un outil qui fait partie effectivement de l'oxygénation du corps pour traiter effectivement toutes ces conséquences de l'hypoxie. Dans les risques de maladie et de diabète, donc vous voyez, c'est quand même pas des moindres, hein. Vous voyez, la cécité, c'est 10 à 25 fois augmenté, hein, les risques. Dans la néphropathie, 15 à 20 fois. Les maladies coronariennes aussi, 5 à 6 fois. Chez la femme, donc 2 à 3 fois. Chez les hommes, 3 à 5 fois. Au niveau de l'infarctus du myocarde. Des accidents, des AVC, des gangrènes aussi, hein, et des risques d'amputation. Et donc jusqu'à 200 fois supérieur à partir de 45 ans. Donc, dans les traitements, voilà, on a peut-être des traitements à suggérer. Voilà, donc pour le diabète de type 2, effectivement, ce sont des médicaments qui sont proposés. Alors, il y a différents types de médicaments, il y a de plus en plus de classes de médicaments. Il y a des médicaments qui vont plutôt agir qui vont être intéressants quand même, comme la metformine, qui vont agir sur la sensibilité quand même des récepteurs à l'insuline. Et puis, il y a des médicaments qui stimulent la production d'insuline aussi par le pancréas. Donc ça, c'est pas forcément très intéressant à mon sens, mais bon, voilà, il existe tout un tas de médicaments. Et puis l'insuline qui va être proposée à un moment donné aussi chez les diabétiques de type 2 qui sont vraiment trop avancés dans leur pathologie. Les traitements les plus intéressants, ça va être l'hygiène de vie. On sait qu'avec l'hygiène de vie, on va pouvoir renverser, en tout cas diminuer ce diabète. Donc ça va être une alimentation équilibrée avec suffisamment de protéines, des bonnes graisses non cuites,
réduite en sucre de manière générale, sucre transformé aussi, bien sûr. Bien sûr, on va aussi regarder en micronutrition s'il n'y a pas des carences, vitamine D, vitamine B12. Bon, nous, on travaille beaucoup avec l'iode aussi ici, donc on va regarder s'il n'y a pas des carences aussi. La gestion du stress, l'activité physique. Effectivement, il y a des plantes aussi qu'on peut utiliser. Moi, je travaille avec un champignon qui s'appelle le maïtake, il y a la berbérine. Enfin, il existe pas mal de possibilités aussi en traitement phyto et mycothérapique. Et puis, évidemment, l'oxygénation Volder-Jacquier, puisque là, on va augmenter de 168 fois le transport et la distribution de l'oxygène dans le corps. Donc, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, les traitements naturels, ce n'est pas ce qui manque. Après, c'est juste de porter connaissance et puis de se mettre, disons, sur ce traitement, bien entendu, de façon régulière. Voilà, sans entrer trop dans les détails, donc, de nouveau, cette solution d'oxygénation biocatalytique, on va effectivement se servir d'une substance dont Eric reviendra certainement tout à l'heure sur les fameux terpènes, qui sont ces molécules d'acide gras qui vont effectivement être traitées dans l'appareil au même titre que la photosynthèse agit sur ces molécules libérées par les pins dans la nature, notamment ce fameux pin des Landes. Et ce sont effectivement ces molécules-là transformées par la photosynthèse, en l'occurrence dans la méthode du Volder-Jacquier par l'appareil, qui va reproduire les effets de la photosynthèse, de cette orésine, qui est une huile essentielle de térébenthine de pin, donc qui a été en fait mise en avant donc par son inventeur René Jacquier, qui s'intéressait sur les biotiques. Et là, encore une fois, on respire l'air ambiant avec effectivement l'orésine, qui est une huile essentielle, mais nous ne respirons pas de l'huile essentielle, ce serait hautement toxique. Et ça, souvent, il faut préciser que ce n'est pas un diffuseur d'huile essentielle, c'est un transformateur, ce qui est vraiment fondamental comme différence. À partir de là, effectivement, comme le disait Dorothée, on va augmenter effectivement le transport d'oxygène, l'assimilation jusqu'à 168 fois plus pour la même quantité d'oxygène que nous respirons dans l'air, qui est à peu près de 20,8%. Donc, contrairement à des traitements médicamenteux où on va faire de l'hyperoxygénation, où là, on va traiter avec 98% d'oxygène, où là, c'est en fait délétère pour l'organisme, notamment puisque vous allez faire de l'oxydation. Voilà, donc là, vous avez la térébenthine officinale. C'est la seule d'ailleurs qu'on peut utiliser dans ce concept, parce que cette orésine-là, ce fameux pin des Landes, n'a pas de propriété délétère par rapport à ce qu'on appelle des allergènes. Il n'y a pas d'allergènes là-dedans, contrairement à d'autres pins tels que le pin sylvestre qui, lui, malheureusement, en contient. Donc, vous voyez, les bactéricides, lipophiles, antioxydants, immunostimulantes, anti-inflammatoires, elles diminuent le stress, décongestionnant, et elles augmentent justement cette quantité d'oxygène dans le sang, ainsi que sa diffusion. Donc ça aussi, quelques minutes suffisent par jour, ça dépend quel appareil vous avez. Il y a un appareil, je dirais, qui est le tonique, où le processus est un tout petit peu différent de l'aéro 2, qui est beaucoup plus puissant, où là, effectivement, on a un rapport 1-3 en termes de temps. Donc il faut 3 fois moins de temps sur l'aéro 2 que sur le tonique. Ça, c'est dû à son système de peroxydation de cette molécule. Donc, de nouveau, les conseils pour bien pratiquer, qualité de l'orésine, régularité, bien entendu, comme tout traitement, et il faut le personnaliser aussi en termes de temps, en termes de puissance. Donc, celui que vous avez sous vos yeux là, c'est celui qui est vraiment le plus puissant, et il vous permet aussi de régler l'intensité, contrairement au tonique où là, en fait, il n'y a pas de possibilité de régler la puissance de diffusion. Voilà, donc là, de nouveau, on va aussi travailler soit sur des séances quotidiennes pendant un certain temps, sous forme de cure, ou alors encore mieux, effectivement, de façon continue. Comme vous pouvez le voir là-dessus, donc il n'y a pas de risque d'accoutumance, pas de surdosage, pas de toxicité non plus. Voilà, juste quelques, disons, précautions à prendre pour les asthmatiques, les spasmophiles, les allergiques, les hyperthyroïdiens, parce que ça peut augmenter le métabolisme. Donc chez les hyperthyroïdiens, ce n'est pas trop ce qu'il faut rechercher, notamment pour ceux qui ont des troubles du sommeil, il faut faire attention. Donc ça, c'est aussi à tester, c'est de façon empirique, ça dépend de votre métabolisme. Certains nous disent qu'une séance avant d'aller se coucher, ça les dynamise, donc ça repousse un peu le sommeil.
alors que d'autres, effectivement, ça va leur favoriser le sommeil. Donc là, il faut le tester, et c'est votre métabolisme qui vous dira la bonne réponse. Donc toujours écouter son ressenti. Voilà, donc 3 à 9 minutes par jour avec l'aéro 2, 9 à 27 minutes par jour, donc un tout petit peu plus long avec le tonique. Voilà, et mieux vaut faire, ça c'est de façon générale, des courtes séances, mais plus souvent que des longues séances. Parce que de toute façon, au-delà de quelques minutes, vous n'avez pas, disons, de bénéfices supplémentaires à rester devant l'appareil. Par contre, de le faire plus régulièrement, ça c'est mieux. Voilà, donc de nouveau, hein, ça peut être fait en continu sur l'année, selon la saison, surtout s'il y a des problèmes d'allergie ou des rhumes hivernaux ou bien dans la saison qui s'annonce. Voilà, dans les cas cliniques, juste pour montrer aussi, donc, un patient, en fait, une patiente plutôt, qui est diabétique, hein, qui a été suivie sur un certain nombre de temps, vous voyez, donc sur 2 ans plus ou moins, où là, on a forcément travaillé sur l'alimentation, elle a pratiqué du bol d'air Jacquier 2 à 3 fois 9 minutes par jour avec un tonique. Et vous voyez, donc aussi, on peut constater qu'elle a diminué ses doses d'insuline de 50%. Pourquoi? Parce qu'on avait effectivement cassé ce fameux problème aussi chez elle, puisque chez elle, même un diabétique de type 1 était conditionné aussi par notamment ce trouble métabolique qu'est l'insulinorésistance. Voilà, et là, vous avez son taux de graisse aussi, son poids, hein, qui descend progressivement, sa masse maigre, hein, qui est le bon poids, tout sauf la graisse, où là, vous voyez, ça a été maintenu, chose que malheureusement, dans une perte de poids, souvent dans des régimes trop drastiques, on perd cette masse, notamment la masse musculaire, et ça veut dire qu'on va encore aggraver l'insulinorésistance en perdant cette masse musculaire. Et puis, bien entendu, la masse grasse, vous voyez, c'est vraiment elle qui a chuté, hein, pour avoir un taux de graisse qui a passé de 42% au départ jusqu'à 28% après. Voilà. On a la même chose sur un type 2 cette fois-ci. Là aussi, vous pouvez constater que le taux de taille, vous voyez, insulinorésistance, hein, puisque c'est au-dessus de 88 pour une femme, on était à 101 et on l'a ramené effectivement en dessous de ces fameux 88 qui nous indiquent que l'insulinorésistance a été cassée. Donc ça, c'est le plus compliqué, hein. Voilà, et en termes de résultats sur le plan d'évolution pondérale, vous avez aussi le poids, hein, qui a chuté, avec une masse maigre qui est restée plus ou moins stable, et effectivement une masse grasse qui a vraiment, disons, été diminuée. Voilà, je vais donner la parole à Éric Serré, hein, donc il va nous présenter ses études. Voilà, Éric, je te laisse prendre le D'accord, bon, merci. Avant toute chose, je voudrais remettre un petit peu les choses en ordre concernant l'alimentation. Et c'est vrai que, comme l'a dit Dorothée et Didier, l'alimentation, c'est un élément fondamental dans, je dirais, la guérison quand même du diabète type 2. Pourquoi? Ce que l'on sait du diabète type 2, avant tout, c'est que c'est une maladie inflammatoire. Ça a été clairement démontré parce que si, au niveau génétique, vous détruisez tous les gènes qui sont responsables du déclenchement de l'inflammation chez un animal, eh bien, on se rend compte que ces animaux, même s'ils sont nourris de façon hypercalorique, ne développeront pas de diabète type 2. Donc, on sait que le diabète type 2 est vraiment une maladie inflammatoire. Et on s'est rendu compte que, en fait, en raison d'une malbouffe, d'une sédentarité et aussi de polluants environnementaux, on modifie la flore intestinale et on fait émerger dans l'intestin une flore bactérienne qui est plutôt gram-négatif et qui est inflammatogène. En fait, ces bactéries-là, elles libèrent des lipopolysaccharides dans le corps qui créent une inflammation qui est chronique à bas bruit. Et ça, c'est pas vraiment l'inflammation, c'est quelque chose de réparateur, c'est important l'inflammation, mais là où ça va pas, c'est lorsqu'elle devient vraiment chronique et à faible dose. Cette inflammation, en fait, va interférer avec la liaison de l'insuline sur son récepteur. Donc, cette inflammation va empêcher l'insuline de se fixer. Donc là, on rentre dans un cadre d'insulinorésistance. Donc, je voulais vous dire ça parce que c'est vrai que lorsqu'on rétablit une bonne alimentation, que l'on perd du poids et qu'on reprend une activité physique, on arrive à renormaliser quand même, en tant que soit peu, sa flore intestinale. Donc, gardez en mémoire que la flore est vraiment un point important dans le déclenchement de type 2. Voilà. Alors, autre chose ici, c'est le bol d'air Jacquier est très important dans le traitement du diabète type 2. Pourquoi? Parce que des études scientifiques ont montré que l'action du bol d'air Jacquier fait diminuer le taux d'hémoglobine glyquée, qui sont ces fameuses protéines, entre guillemets, un peu caramélisées,
qui sont dus à ce diabète-là, qui fait qu'on a un marqueur, on regarde toujours le taux de HbA1c chez le diabétique. Hein. Donc, quand ça arrive un peu trop haut, c'est vraiment quelque chose qui alerte. Alors, moi, je voudrais vous dire quelques mots ce soir sur les sirtuines, parce que les sirtuines sont considérées comme les protéines un petit peu anti-vieillissement, les protéines anti-âge, et c'est assez important parce que ces sirtuines, lorsqu'elles sont activées, elles arrivent à mimer une restriction calorique. Donc, vous voyez le lien qu'on a direct entre les sirtuines, la restriction calorique et le diabète type 2. Alors, ces sirtuines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines en fait qui ont une activité de désacétylation, NADP dépendante. Donc, elles vont jouer sur les acétylations des histones et qui sont des protéines qui sont intrinsèquement liées à de l'ADN. Et le fait que ces histones soient plus ou moins méthylées, acétylées, eh bien, les gènes vont plus ou moins s'exprimer. Donc, tout ce qui est sirtuine va modifier la régulation de certains gènes. Donc peut-être que c'est un peu trop petit sur l'écran là, mais ces sirtuines vont avoir des répercussions hyper importantes dans la protection de la neurodégénérescence, au niveau intestinal, au niveau de la formation du tissu adipeux, etc. Donc c'est vraiment, les sirtuines sont vraiment des protéines assez importantes. Alors pourquoi je vous parle de cela? Eh bien, c'est parce que on s'est posé la question avec l'équipe Holist, mais finalement, sur le plan génétique, que fait le bol d'air jacquier? Ou que ne fait-il pas? Donc, en gros, si je soumets des animaux à une respiration du bol d'air jacquier, est-ce que ça risque de modifier et de réguler l'expression de notre génome? Donc, on a pris des rats qui étaient à mi-âge et on les a poussés pendant une année avec un traitement au bol d'air jacquier, avec ou sans resveratrol, et on a analysé en fin de vie l'expression du génome pratiquement complet de ces animaux. On a analysé près de 20 000 gènes en même temps. Donc, si vous voulez, à un instant T, après avoir respiré du bol d'air jacquier avec ou sans supplémentation avec du resveratrol, on a pu voir quel était le profil d'expression de tout notre génome. Et donc, on a voulu relier ça aussi au vieillissement cérébral, puisque le bol d'air jacquier est vraiment fondamental dans tout ce qui est respiration et protection du vieillissement, notamment cérébral. Donc, je vais vous présenter quelques petits résultats assez rapidement. Eh bien, nos résultats ont montré clairement que le fait de respirer régulièrement du bol d'air jacquier induisait l'expression d'un des gènes qui codent pour des sirtuines. Donc, le fameux gène SIRT dont je vous parle. Et ces sirtuines sont vraiment des protéines qui arrivent à mimer la restriction calorique. Donc, on a une induction d'un facteur 2, ce qui est assez important, de ces sirtuines. Et on s'est rendu compte que les animaux qui étaient sous bol d'air jacquier, mais qui en plus prenaient du resveratrol, eh bien, ils avaient encore des sirtuines encore plus actives parce que le bol d'air jacquier induit l'expression du gène. Donc, lorsqu'un gène est induit, il y a beaucoup plus de protéines de fabriquer, et le resveratrol, lui, active cette protéine. Il la rend encore plus active. Ce qui fait que c'est un duo gagnant, bol d'air, resveratrol, c'est vraiment un super duo gagnant. Et donc, en fin de vie, on a fait des imageries cérébrales de ces animaux et on a fait des tests, bien sûr, de pharmaco, avec tests de mémoire. On a testé le côté cognitif, on fait énormément de tests pharmacocinétiques, de l'imagerie médicale, et bien sûr, on a regardé toute l'expression des gènes, je vous l'ai dit, dans le cerveau. Et on s'est rendu compte que les rats âgés qui arrivaient en fin de vie, qui étaient à la fois sous resveratrol et sous bol d'air jacquier, avaient un cerveau et une activité cérébrale qui était similaire à celle des rats jeunes, alors que les rats qui étaient âgés, qui n'avaient ni resveratrol ni bol d'air jacquier, eh bien là, c'était la catastrophe et les rats étaient vraiment en perte de mémoire, etc. Alors, le resveratrol, je vais vous en dire quelques mots.
parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, nous en tant que chercheurs et holistes aussi en association avec Global Dare, puisque tous nos résultats ont été assez importants. Je vais vous parler rapidement de resveratrol biodisponible. Alors le resveratrol, vous devez tous le connaître, je pense, c'est un polyphénol, hein, comme la curcumine d'ailleurs, et c'est un polyphénol que nous avons rendu avec mon laboratoire en collaboration avec la société Ivory. Nous avons rendu ce resveratrol biodisponible. Et donc, on a voulu voir ce que faisait le resveratrol au niveau du diabète de type 2. Alors, ce resveratrol biodisponible, là, je vous montre les courbes. La courbe en pointillé, en bas, c'est du resveratrol en poudre, 20 mg, qui a été donné. Vous voyez que sur l'axe des abscisses, vous avez un petit pic à 30 minutes, puis après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le resveratrol subit une métabolisation entérohépatique violente, et au bout d'une heure, vous n'avez plus de resveratrol. Avec la pharmacogalénique que nous avons développée dans mon laboratoire de recherche, eh bien, vous voyez que le même resveratrol, la même quantité, il est 10 fois plus important, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il diminue lentement et puis il remonte. Et cette forme biodisponible permet d'avoir une dose thérapeutique active de resveratrol dans le sang toujours importante. Alors, que fait le resveratrol biodisponible sur le diabète de type 2 ? Alors, en vert, vous avez des individus non diabétiques. On a fait un test de glucotolérance. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, hein ? Non. Non, bon. Alors en vert, à T0, sur l'axe des abscisses, à l'intersection, à T0, eh bien, on donne du glucose. Donc la glycémie monte et puis elle diminue. En rouge, vous avez un individu diabétique. Donc là, la glycémie est déjà plus haute. Il prend la même quantité de sucre. En rouge, la courbe monte beaucoup plus, elle met du temps à redescendre. Mais si je suis diabétique, que je prends du resveratrol depuis plusieurs semaines, eh bien vous voyez qu'à T0, lorsque je prends du glucose, la glycémie monte moins, le pic, je suis entre le vert et le rouge, et je redescends beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que lorsqu'on calcule les aires sous la courbe, c'est ce qu'on fait en pharmaco, eh bien vous avez sur le petit des histogrammes vert, rouge, bleu que vous avez à droite, en haut à droite, eh bien on se rend compte que s'il y a une différence hautement significative entre le non-diabétique et le diabétique, c'est la moindre des choses, il n'y a plus de différence entre le diabétique traité au resveratrol en bleu et le non-diabétique en vert. Ce qui veut dire que le resveratrol a amélioré considérablement la tolérance au glucose. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi je suis allé regarder ça. Je vais vous parler de GLP-1 très rapidement. Lorsque je mange du sucre, la langue dit au cerveau, il mange du sucre. Le cerveau dit à l'intestin, il mange du sucre. Et donc l'intestin se met à fabriquer une hormone, le GLP-1, qui est une incrétine intestinale. Et cette hormone, elle va partir dans le sang et aller au pancréas, se fixer sur un récepteur et dire au pancréas, il faut sécréter de l'insuline parce qu'il mange du sucre. Vous voyez que la sécrétion d'insuline est hautement régulée. Elle est régulée par tout ce qui est langue, cerveau, intestin. Donc ça, c'est hyper important. Donc, on a regardé ce qui se passait sur les diabétiques en rouge et les diabétiques traités au resveratrol en bleu. Et là, on se rend compte que au niveau du côlon, alors, attendez, parce que j'ai un souci. Hop. Voilà, vous m'avez récupéré ? Oui. Bon, parfait, parce que j'avais un souci sur mon écran, moi. Ok, donc vous voyez qu'en rouge, le taux de GLP-1 est très faible chez le diabétique. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a une flore intestinale qui est inflammatoire, donc ça empêche l'intestin de fabriquer du GLP-1. Donc ça, c'est important. Et en bleu, vous voyez que l'expression du gène, on voit le taux d'ARN messager, donc le gène est induit. Le resveratrol active l'expression du gène GLP-1. Et sur l'histogramme de droite, cet ARN messager est bien traduit en protéines, ça on le mesure, on voit que sous resveratrol, en bleu, eh bien, le diabétique a beaucoup plus de protéines GLP-1. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois que ça se passe dans l'intestin ? Eh bien, on est allé regarder le taux de GLP-1 dans le sang. Et on voit bien que sous resveratrol, si le gène est induit, que la protéine est fabriquée dans l'intestin, elle va bien dans le sang, puisque dans la veine porte, on a vérifié qu'il y avait beaucoup plus de GLP-1 dans les individus diabétiques traités au resveratrol, donc histogramme bleu, par rapport aux diabétiques non traités au resveratrol. Et qu'est-ce qu'il arrive ? Eh bien, comme il y a plus de GLP-1, elle dit au pancréas, sécrète plus d'insuline, parce que monsieur ou madame a mangé du sucre ou un taux de sucre élevé dans le sang. Donc, vous voyez que la boucle est bouclée, et on a vraiment expliqué comment fonctionne le resveratrol
sur le diabète type 2. Alors, associé au Boulder-Jacquier, qui lui en plus fait baisser le taux d'hémoglobine glyquée de façon notable et assez rapidement, et qui en plus favorise l'oxygénation cellulaire, vous voyez très bien le partenariat important entre resveratrol et Boulder-Jacquier. Alors, je vais vous montrer l'histoire de la flore, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Les deux colonnes à gauche où il y a marqué NC, en fait, c'est des contrôles. Donc, c'est une flore intestinale qui a été analysée au niveau génétique. Je ne rentre pas dans les détails, comment on fait ça. Simplement, c'est un profil de bandes noires à différentes tailles. Au milieu, HFD, c'est High Fat Diet. Donc, ce sont des individus qui ont des régimes riches en graisse, qui sont diabétiques. Et on voit apparaître, cerclés de rouge, des bandes d'ADN. Lorsqu'on récupère ces ADN, qu'on les séquence, eh bien, on voit que ça correspond à des bactéries gram-négatifs. Vous avez ça marqué en tout petit en rouge, Parabacteroides johnsonii, Alistipes putredinis, Bacteroides vulgatus. Ce sont des bactéries inflammatoires gram-négatifs qui libèrent les lipopolysaccharides, qui créent de l'inflammation. L'inflammation empêche l'insuline de fonctionner. Le pancréas se réactive et sécrète encore plus d'insuline jusqu'à un épuisement total et on a un bon diabète type 2. Et vous voyez que sur les deux dernières colonnes où c'est High Fat Diet, HFD plus resveratrol, eh bien vous voyez que les bactéries qui étaient cerclées en rouge, qui étaient présentes au milieu, ont disparu. Et réapparaissent cerclées de vert des bactéries, alors je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'écran, qui n'étaient plus chez le diabétique, qui étaient chez le non-diabétique et qui réapparaissent chez le diabétique traité au resveratrol. Ce sont des bactéries gram-positifs, en particulier des bifidobactérium. Donc en fait, le resveratrol agit en plus comme un antibiotique qui tue sélectivement des bactéries gram-négatifs qui sont à l'origine de l'inflammation qui crée l'insulinorésistance. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau scientifique pour ne pas faire trop long, parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps qui était fixé. Je vous laisse, Dorothée, Didier, reprendre la parole là. Voilà, je ne sais pas si tu veux conclure, Dorothée, avec cette diapositive-là qui résume un peu l'ensemble en fait, des outils dont nous disposons pour effectivement améliorer l'état cellulaire d'oxygénation en fait, de l'organisme. Donc, effectivement, une meilleure oxygénation au travers de l'activité physique, du Boulder-Jacquier aussi, une alimentation anti-inflammatoire, une bonne hydratation. Donc, on peut rajouter le resveratrol. Oui. Puis, dans le vin, hein, donc c'est toujours agréable de prendre du resveratrol avec un bon vin. Bio, parce que et oui, le resveratrol, c'est un antifongique naturel hein, qui est fabriqué par la vigne notamment pour se débarrasser du mildiou. Donc un vin qui est bio et qui pousse dans une région qui est un petit peu humide, c'est un vin une vigne qui est attaquée par le mildiou et donc qui est très riche en resveratrol. Ouais. Donc ça fera partie de l'alimentation, du secteur de l'alimentation, mais dans la micronutrition en fait. Ouais, il faut pas le dire, mais je prends un bon verre de vin rouge. Voilà. Ouais, par jour, ouais, où on joint l'utile à l'agréable. Exactement, oui, il faut se faire plaisir dans la vie. C'est même un élément essentiel, on dira. Et puis, on pourrait rajouter la gestion du stress, bien évidemment, hein, dans la bonne gestion de toute pathologie, d'ailleurs. Qui va d'ailleurs dans l'oxygénation. En fait, là, j'ai vu tout à l'heure dans un chat, là, on parlait effectivement de la cohérence cardiaque. Effectivement, la cohérence cardiaque est très importante, hein, notamment pour pouvoir effectivement mieux alimenter nos cellules en oxygène. Hein. Et c'est par là qu'on essaie aussi de donner des simples outils à nos patients. Il n'y a pas que de l'alimentation, il n'y a pas que effectivement de l'hydratation, hein, mais il y a aussi surtout de savoir respirer. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous respirons mal. Effectivement, nous n'arrivons plus à assumer suffisamment d'oxygène dans nos tissus par le fait que nous respirons tout simplement entre bouche, nez et poumon, c'est tout. Mais il faut vraiment faire descendre dans l'intestin, hein, comme l'a dit Eric, qui est un organe essentiel dans la santé. Voilà, je crois qu'on est arrivé plus ou moins à la fin, hein. Voilà, avec quelques minutes de supplémentaires. Hein. Vous avez eu droit à quelques bonus supplémentaires. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Alors, comme je dis, hein, en fait, vous pouvez donc nous écrire aussi. Hein. Voilà, donc soit au liste, soit à nous, effectivement, ou à Eric. Notamment, alors là, vous avez nos coordonnées hein, pour ce qui nous concerne, et aux listes sur votre gauche. Alors, Eric, je pense que toi, tu
puis à même aussi de répondre peut-être sur un côté un peu plus spécifique, hein. Oui, tout à fait. Puis, vous pouvez demander à Olist mon mail, voilà, ou mes coordonnées. Je répondrai, bien entendu, dès que je peux, avec plaisir à vos questions. Voilà. Et puis nous, étant donné en fait que nous sommes distributeurs pour la Suisse aussi du bol d'air Jacquet, donc pour tous les Suisses, on se fait un plaisir de vous répondre à des questions plus personnelles, hein, c'est aucun souci. Bien entendu, nos amis les Français aussi. On a effectivement la possibilité, disons, de vous proposer aussi, en fait, non seulement des conseils qu'on a abordés plus ou moins dans les grandes lignes ce soir, mais aussi disons, des prises en charge individuelles, hein, qui se font sur, effectivement, les 3 secteurs dont on vient de vous présenter: oxygénation, notamment avec le bol d'air Jacquet, l'hydratation et bien entendu l'alimentation. Voilà. Donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et qui plus est peut-être de vous proposer effectivement un suivi personnalisé à distance aussi. Voilà, je reviens vers nos organisateurs, s'ils sont toujours là. Là, je crois qu'ils sont partis dîner. Ouais. Voilà, obligation familiale. Ah, voilà. Voilà. Émilie, elle est toujours là. Oui, je pense que Jessica est peut-être partie se faire un petit verre de resveratrol, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous 3. Pardon, j'étais restée dans l'ombre discrètement, donc je suis un peu calfeutrée ici. Merci beaucoup. Et puis, effectivement, on répondra à toutes les questions dès demain. On vous retransmettra en fonction de la question, à qui de droit, pour avoir une réponse pertinente. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout, pour la plupart. Merci. Et bonne soirée à vous tous. Hein. À bientôt. Allez, au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.